Dette publique, plan de relance, inflation, on entend ces mots partout, tout le temps. Au cœur de tout ça, il y a un outil essentiel que les gouvernements utilisent pour piloter l'économie, la politique budgétaire. On va décrypter ensemble son histoire, ses mécanismes et ses enjeux actuels. On pourrait penser que oui. D'ailleurs, pendant très longtemps, c'était l'idée générale. Mais voilà, une crise économique d'une violence inouïe au XXe siècle va complètement changer la donne et notre vision de ce qu'un budget peut et doit faire. Alors, voici le programme. On va d'abord voir comment le concept même de budget a été réinventé. Ensuite, on plongera dans la fameuse révolution keynésienne. Puis on verra les limites de ce modèle, comment il a été appliqué face aux crises récentes, et enfin, on terminera sur le grand débat qui agite les économistes aujourd'hui. Allez, on commence par le début. Pour bien comprendre, il faut se replonger dans l'ambiance d'avant les années 1930. À l'époque, la vision de l'économie était très différente. À l'époque, la doctrine, c'était simple. L'État s'occupe de la police et de la justice, et pour le reste, le marché se débrouille tout seul. Le chômage, c'était forcément volontaire. Et puis, 1929, le crash, la Grande Dépression. Et là, toute cette belle théorie s'effondre. C'est dans ce chaos qu'un certain John Maynard Keynes va proposer une idée qui va absolument tout changer. Et c'est là qu'on entre dans le vif du sujet, la révolution keynésienne. Pour Keynes, c'était une évidence. Face à une crise pareille, l'État ne pouvait plus rester un simple spectateur. Non, il devait devenir un acteur central, un moteur pour l'économie. Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement ? Ça veut dire que le budget, ce n'est plus juste une liste de dépenses et de recettes à équilibrer, non, ça devient un véritable levier, un outil stratégique pour agir sur l'économie, soit pour la relancer quand ça va mal, soit pour la calmer quand elle s'emballe. Alors, cette équation peut paraître un peu abstraite, mais elle est vraiment au cœur de la pensée de Keynes. Elle nous dit que la richesse produite dans un pays, Y, c'est la somme de ce que les gens consomment, C, de ce que les entreprises investissent, I, et de ce que l'État dépense, G. Et c'est ça, la clé. Si C et I s'effondrent, Keynes dit que c'est à G, à l'État, de prendre le relais pour soutenir la machine. L'idée, c'est que l'État doit agir à contre-courant du cycle économique, un peu comme un thermostat. Quand l'économie est en récession, on pousse le chauffage, on augmente les dépenses, on baisse les impôts pour relancer la machine. Et quand l'économie est en surchauffe, on fait l'inverse. On freine les dépenses pour éviter que ça dérape et on en profite pour mettre de l'argent de côté. C'est ici qu'intervient le fameux effet multiplicateur. Imaginez, l'État investit 100 millions dans une autoroute. Cet argent devient le salaire des ouvriers. Ces ouvriers vont les dépenser à la boulangerie, au supermarché. Les commerçants, à leur tour, vont utiliser ce revenu, et ainsi de suite. C'est un effet domino. L'impulsion de départ de 100 millions génère au final bien plus de richesse pour toute l'économie. Mais attention, toutes les actions n'ont pas le même impact. Le plus efficace, c'est l'investissement direct, comme dans notre exemple de l'autoroute. Ça, c'est ce qui a le plus gros effet multiplicateur. Baisser les impôts ou donner des allocations, ça marche aussi, mais une partie de cet argent sera épargnée, donc l'effet est un peu moins fort. Alors pendant les 30 Glorieuses, après la guerre, ce modèle keynésien a triomphé. Ça a marché du tonnerre, on pensait avoir trouvé la recette miracle. Et puis, les années 70 sont arrivées, et là tout a commencé à se compliquer. Le choc pétrolier a créé un monstre économique que personne n'avait vu venir, la stagflation. C'est-à-dire à la fois un chômage très élevé et une forte inflation. Pour la théorie keynésienne, c'était un vrai casse-tête, parce qu'elle pensait qu'on ne pouvait pas avoir les deux en même temps. Et ça a ouvert la porte à une vague de critiques. D'un côté, les keynésiens disaient qu'il fallait choisir, soit un peu de chômage, soit un peu d'inflation. On ne pouvait pas tout avoir. Mais de l'autre, des économistes comme Milton Friedman ont commencé à dire « Attention, cet arbitrage est une illusion ». Selon lui, à long terme, relancer l'économie ne crée pas d'emploi, ça crée juste de l'inflation. Un point de vue radicalement différent. Et les critiques ne se sont pas arrêtées là. Deux autres arguments forts ont émergé. Le premier, c'est l'effet d'éviction. En gros, quand l'État dépense et s'endette, il prend la place des entreprises privées qui, elles, ne peuvent plus investir. Le second, c'est l'idée que les gens ne sont pas dupes. Ils voient l'État dépenser et se disent qui va payer, nous, avec les impôts de demain. Du coup, au lieu de dépenser, ils épargnent, et l'effet de la relance, il disparaît. Après ces critiques, les idées de Keynes ont été un peu mises de côté pendant des décennies. On a préféré laisser faire le marché, jusqu'à ce que le XXIe siècle nous frappe avec des crises si violentes que les gouvernements n'ont pas eu d'autre choix que de revenir à des interventions massives. Tout s'est enchaîné très vite. D'abord, la crise financière mondiale de 2008. Puis la crise des dettes en Europe, où l'on a beaucoup débattu entre relance et austérité. Mais le vrai retour en force de l'interventionnisme, c'est la pandémie de Covid-19, qui a mis l'économie mondiale quasiment à l'arrêt.
Face à ce choc, la réponse a été spectaculaire. 750 milliards d'euros pour le plan de relance européen. Le chiffre est énorme, bien sûr, mais ce qui est vraiment historique, c'est que pour la toute première fois, les pays de l'Union européenne se sont endettés tous ensemble. Un vrai tournant. Et au niveau national, la France n'est pas restée les bras croisés, avec le plan France Relance de 100 milliards d'euros. C'est un effort budgétaire colossal, financé en partie d'ailleurs par le plan européen, pour essayer de maintenir l'économie à flot. Mais ce qui est super intéressant, c'est de regarder où est allé cet argent. Il ne s'agissait pas seulement de distribuer des chèques. Non, l'idée était d'investir dans des secteurs stratégiques pour l'avenir. La transition écologique, la compétitivité de nos entreprises et la cohésion sociale. Bref, préparer l'économie de demain. Bon, ces plans massifs ont clairement évité une catastrophe économique. Mais ils nous laissent avec un héritage, une dette publique qui a atteint des sommets. Et ça alimente un débat extrêmement vif aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a vraiment deux camps qui s'affrontent. D'un côté, les partisans de la rigueur qui disent qu'il faut vite réduire la dette pour rassurer les marchés et être prêt pour la prochaine crise. Et de l'autre, les partisans de la relance qui pensent au contraire que c'est en investissant et en soutenant la croissance qu'on arrivera le mieux à rembourser cette dette. Deux visions pour l'avenir. Et au fond, tout ce débat repose sur une petite relation mathématique, mais elle est absolument cruciale. Il faut que G soit supérieur à R. C'est-à-dire que le taux de croissance de l'économie, G, doit être plus élevé que le taux d'intérêt que l'on paye sur la dette, R. Tant que c'est le cas, la dette reste gérable. Toute la question est, quelle politique, relance ou rigueur, nous assure le mieux de maintenir cet équilibre? Finalement, la question qui se pose est la suivante. Cette dette immense, est-ce un fardeau qu'on laisse à nos enfants ou est-ce un investissement nécessaire pour leur construire un avenir, notamment face aux défis climatiques? La réponse qu'on apportera à cette question va définir notre politique économique pour les années, voire les décennies à venir.